nous assumons complètement ici, au gouvernement et dans la majorité, cette suppression qui, je le pense, est à la fois, encore une fois, économiquement efficace et socialement juste. Les heures supplémentaires ne seront pas taxées à compter du 1er janvier, comme il en avait été question pendant quelques heures. Globalement, la Commission des finances de l'Assemblée nationale propose que la taxation soit fixée à compter du 1er juillet, ce qui ferait qu'on aurait un mois de rétroactivité et pas 7 mois. Et plus prudent, Jean-Marc Ayrault, lui, propose le 1er août. Pourquoi le 1er août? Parce que la loi doit être votée le 31 juillet. À ce moment-là, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de rétroactivité. Vous avez dû, sous la pression de l'opposition, faire marche arrière ici même, alors que vous vouliez prendre le bénéfice des heures supplémentaires à ces 9 millions de salariés. Comment avez-vous pu céder au diktat de la CGT qui demandait depuis des années la tête des heures supplémentaires et vous avez accordé au mépris des 9 millions de salariés qui font des heures supplémentaires? Mais attention, leur suppression ne va pas non plus créer des emplois, car de toute façon le business décline très fortement depuis 2 mois et les entreprises vont tout simplement mettre un peu plus le pied sur le frein. Les salariés qui font des heures supplémentaires ne volent le travail de personne, ils ne prennent le travail de personne. Ils ont, parce qu'il y a des carnets de commandes, par leur travail, ils symbolisent la valeur travail et vous leur faites les poches. C'est une bêtise pour l'économie française qui a besoin de souplesse. On n'a pas à supprimer les 35 heures, on a mis de la souplesse dans le système. Aujourd'hui, on supprime cette souplesse, on rigidifie une économie qui est déjà plus rigide que toutes les autres économies européennes. Donc c'est vraiment le contraire de ce qu'il faudrait faire en temps de crise. Tous les chiffres qui sortent montrent quand même que on n'a pas de croissance et ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il suffit pas de l'appeler pour qu'elle vienne, la croissance. Il aura fallu attendre la présidence de M. Hollande pour fermer pour la première fois une industrie automobile dans notre pays depuis Boulogne-Billancourt, Renault en 1992. C'est la première fois. Vous n'auriez pas autorisé la fermeture d'Aulnay? J'aurais trouvé les solutions avec M. Varin, qui est un homme responsable, il y a 2 mois, pour qu'on regarde les choses ensemble et qu'on ne ferme pas Aulnay. Il faut revoir la philosophie générale du plan de PSA et j'espère, en tout cas, a priori, cette rencontre est faite pour ça. Le ministre fait le choix de rencontrer les syndicats. Il faut maintenir cette usine. Il n'est pas acceptable dans ce pays que des grandes entreprises en particulier suppriment des emplois alors que l'année précédente, voire l'année même, elles ont distribué ou vont distribuer des sommes importantes à leurs actionnaires, des dividendes qui souvent dépassent ce que l'on peut imaginer d'ailleurs. Est-ce qu'en France, on doit avoir 2 constructeurs automobiles? C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir si à 5 euros, à 6 euros, à 7 euros, l'action Peugeot est pas chère. C'est est-ce que dans le monde actuel, il y a de la place pour avoir 2 constructeurs automobiles en France? Peugeot déclare être en grave difficulté. Alors nous avons décidé de mandater dans un délai très raisonnable, jusqu'à la fin du mois, une expertise de manière à connaître, en relation avec les organisations syndicales, en relation avec la direction de Peugeot et son actionnariat, une mesure et les moyens d'évaluer les raisons pour lesquelles Peugeot en est arrivé là. Et est-ce qu'on doit sans arrêt les sauver en s'endettant, en provoquant en fait plus de malheur qu'il n'en faut? Est-ce qu'on doit sans arrêt les soutenir à bout de bras pour finir de toute façon par les lâcher parce que c'est comme ça que ça se passe? Et dans tous les secteurs, ça s'est passé comme ça. Donc je suis pas certain que, à part peut-être politiquement, pour faire joli, je suis pas certain que ça fonctionne. Face au ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, les PDG des 4 opérateurs mobiles français, Orange, SFR, Bouygues et Free. 4 entreprises qui emploient aujourd'hui plus de 120 000 salariés en France. L'urgence pour le ministre, sauvegarder à tout prix ces emplois. Le gouvernement il nous a écoutés, il nous a écouté expliquer notre solution. Alors le ministre a son idée, relocaliser les centres d'appel partis à l'étranger. Pour y parvenir, il pourrait proposer aux opérateurs de facturer les hotlines, ce service d'assistance téléphonique gratuit depuis 2008. Une telle initiative serait une injustice pour les associations de consommateurs. La conséquence réelle pour les consommateurs, finalement, elle est double.
La première, c'est une augmentation immédiate de sa facture, puisque chaque fois qu'il va appeler, il va dépenser, et peut-être même beaucoup, parce que ça c'est la deuxième conséquence, ce qu'on peut craindre, c'est que l'opérateur rende un service beaucoup moins bon, parce qu'il est très rentable de tenir le consommateur au bout du fil. Un immeuble de 42 étages a pris feu ce matin à Istanbul. Regardez ces images. Le gratte-ciel de 152 mètres a entièrement été ravagé. Tous les accès environnants ont dû être bloqués. Et c'est au bout de plusieurs heures que les pompiers sont venus à bout des flammes. Il n'y a pas eu de victimes. L'agence américaine des médicaments qui dit oui à la commercialisation de l'antirétroviral Truvada. Il s'agit du premier traitement de prévention contre le sida destiné aux personnes à risque. La FDA a donc donné son feu vert en vue de réduire le risque de transmission du virus à des sujets sains au risque d'être contaminés. Aux États-Unis, une fillette de 7 ans sauvée in extremis d'une chute qui aurait pu être mortelle. Alors que sa maman l'avait laissée seule, l'enfant a grimpé sur le bord de la fenêtre et a sauté du 2e étage. Un chauffeur de bus qui l'avait repérée a réussi à la rattraper juste avant qu'elle ne touche le sol. Jing Kui va fêter son 100e anniversaire. Il est encore très autonome et ne porte ni lunettes ni appareil auditif. Une santé de fer qui lui permet de rester actif et d'exercer son métier, barbier. Jing Kui utilise les mêmes tondeuses et lames de rasoir depuis plus de 80 ans, des accessoires redoutables lorsqu'ils ne sont pas manipulés par des mains aussi expertes que celles de ce vénérable coiffeur chinois. Sa dextérité légendaire a même traversé les frontières. Il est hors de question que les inrecuptibles deviennent ni une annexe, ni une chambre d'écho, ni un organe du Parti socialiste, du gouvernement ou du chef de l'État. Je ne crois pas qu'on puisse me reprocher dans ma carrière d'avoir été la voix de son maître, entre guillemets. Mais lui reste toujours aussi modeste. Si vous êtes un bon barbier, les clients viendront toujours. Ils arrêtent de venir dès que vous avez perdu votre habileté. De toute évidence, ce n'est pas le cas de Jing Kui, qui ne pense d'ailleurs jamais à sa retraite, même lorsqu'il se rase.